Bonsoir et bienvenue en direct sur KTO pour un nouveau volet de notre série sur l'entreprise à visage humain. Série réalisée en partenariat avec DCX, vous en connaissez le principe. Dans un premier temps, on visionne un documentaire et juste après le film, un débat avec nos invités en plateau. Alors ce soir, on a choisi d'évoquer la transmission des entreprises et du savoir-faire, avec un coup de projecteur sur les entreprises familiales qui, à l'heure de la mondialisation, avec son lot de faillites, de fusions et de délocalisations, représente aujourd'hui un gage de stabilité. On part tout de suite à la découverte de l'entreprise Toile de Mayenne qui depuis plus de 2 siècles fait du tissu. Aujourd'hui, elle est dirigée par 2 frères. Le cœur pour transmettre, c'est un documentaire de Marc Janson, le 6e de la série. On regarde le film avec nos invités qu'on retrouve ensuite pour le débat dans 40 minutes. À tout à l'heure et bon film. À l'heure où faillite, fusion, délocalisation font de toute entreprise une réalité souvent éphémère à l'identité précaire, il existe pourtant dans notre pays des entreprises familiales qui traversent le temps, fidèles à une production, à un lieu, à une population. Comment font-elles pour survivre et s'adapter à un monde qui change à vitesse accélérée, tout en conservant leur identité profonde, leurs valeurs, leur humanisme ? Comment font-elles aussi pour passer le témoin aux générations suivantes ? Nous nous sommes intéressés à Toile de Mayenne, l'une des rares entreprises survivantes de la terrible crise qui a frappé l'industrie textile dans les années 80, crise qui a emporté avec elle 98% des emplois dans notre pays. Comment cette entreprise est-elle parvenue à passer les générations au milieu des crises? Parviendra-t-elle à résister à la concurrence internationale tout en gardant son âme? « 7h30, le jour se lève dans la campagne sur une entreprise 2 fois centenaire située à une demi-heure de Laval. Toujours dirigée par une même famille protestante, transmise sur 6 générations en filiation directe, Toile de Mayenne est l'un des derniers tisseurs français. Une originalité, cette entreprise a été fondée en 1806 dans une ancienne abbaye cistercienne. La chose qui pour moi est l'élément clé, c'est l'attachement à ce lieu. Si on parle des dirigeants, chaque génération a développé un véritable attachement pour ce lieu qui s'est transmis. Le fait de vivre enfant et de grandir là, de voir ses parents travailler ici, etc. Il y a eu donc à chaque génération un attachement important qui s'est développé et qui a fait que un sens vraiment du combat collectif ici à Fontaine-Daniel a pu se transmettre. Aujourd'hui, Toile de Mayenne compte 151 employés exerçant 75 métiers. Bordissage, encantrage, bobinage, dévidage, encollage, rentrage, senstorisage, détrompage, autant d'étapes nécessaires à la transformation des bobines de fil en tissus de toutes sortes pour la décoration. Ici, ce ne sont pas seulement des hommes et des femmes qui travaillent,
C'est aussi une véritable chanson de geste qui se déroule, composée de tours de main, de savoir-faire, de secrets de métier hérités des générations qui ont précédé. J'ai rejoint l'entreprise il y a 15 ans. Alors j'ai trouvé dans cette entreprise un savoir-faire très très important. Les personnes connaissaient bien leur métier, savaient le faire, mais il manquait du faire savoir. Il manquait de la réflexion sur le fait de faire rayonner la marque. Donc nous sommes deux à diriger cette entreprise, Raphaël, Denis et moi-même, avec des fonctions opérationnelles bien définies et par contre une mise en commun de toutes les réflexions permanentes et toutes les décisions importantes et stratégiques sont prises en commun. Nathalie fait partie de la nouvelle génération Toile de Mayenne. Elle est entrée ici, voici 1 an, pour remplacer Thérèse, sur le point de partir en retraite. Aujourd'hui, Nathalie est au rentrage, une tâche très délicate qui consiste à passer tous les fils de la chaîne dans les mailles d'hélice, suivant un ordre rigoureux. Ici, c'est une chaîne de 5764, je crois. Il faut être très, très, très concentré pour faire ça. Parce qu'il ne faut pas oublier un seul fil, il ne faut pas oublier un seul lisson, ni les lamelles non plus, et que ça soit bien dans l'ordre. C'est pour ça qu'il est important de faire des autocontrôles, en fait. Là, par exemple, pour cette chaîne-là, elle est assez sympa à faire, parce qu'elle a des rayures bien définies. Donc, une fois qu'une rayure est terminée, on s'arrête et on recompte. Comme ça, on sait si on a le bon nombre de fils, parce que si on va d'un seul coup, si on fait tout d'un coup, s'il y a une erreur, là, il faut tout refaire. Alors que si on s'aperçoit au bout d'une rayure, il y a un petit problème, c'est plus facile de reprendre la rayure que tout reprendre. J'ai pris beaucoup de plaisir à être avec Thérèse et j'ai eu beaucoup de chance en fait de l'avoir côtoyée. Thérèse, donc, qui a fait toute sa carrière aux Toiles de Mayenne, qui était pleine de secrets, de petits gestes qu'elle avait à donner pour n'importe quelle situation. Elle avait toujours un petit truc à montrer, des petits secrets comme ça qu'elle avait à dévoiler et d'une grande sagesse, très patiente aussi, parce que c'est vrai que là la formation elle a duré presque 1 an, donc il faut être très patient. Non, elle était adorable. Donc je fais le rentrage, autrement je fais le renouage, et quand Céline ne peut pas faire l'ourdissoir, je vais la remplacer, je fais de l'ourdissage, voilà, et inversement. Quand je suis arrivée, il a fallu que j'apprenne tout quasiment en même temps. Mais bon, ça se fait petit à petit en prenant des notes, parce que c'est vrai que surtout quand on n'est pas du métier, c'est tellement précis qu'il faut tout noter et tout apprendre. Et des fois, je me situe dans l'avenir et je me dis, un jour, c'est moi qui transmettrai. Donc je me dis, il faut que j'ai la même patience que Thérèse a eue avec moi. Mais j'y pense de temps en temps. Comme Nathalie, Céline est polyvalente. Aujourd'hui, elle veille sur l'ourdissage. Une fois les bobines déposées sur les cantres, elle prépare les rouleaux de fil qui constitueront la chaîne du tissu sur les métiers. La précision de la tension des fils garantit la qualité du produit final. On a expliqué aux gens, on leur a prouvé qu'ils pouvaient absolument tout nous dire, qu'ils pouvaient nous faire part de tous leurs tracas, mais aussi de toutes leurs idées, qu'ils étaient écoutés, pris en compte. On a fait des groupes de travail.
Et l'objectif, c'était ça, c'était vraiment que chacun soit spécialiste, expert dans son domaine, puisse se prendre en main, résoudre ses problèmes au quotidien et ne travailler avec nous que sur les évolutions importantes ou sur leurs tracas importants. Alors les entreprises familiales centenaires, c'est des entreprises qui sont dans la même famille depuis plus de 100 ans et qui ont été transmises de père en fils, de mère en fille, de père en fille, depuis plusieurs générations, et certaines remontent à 300, 400 ans dans la même famille. Alors ces entreprises sont très peu nombreuses. Aujourd'hui, en 2011, on en recense à peu près 1200 sur plus de 2 800 000 entreprises. Elles sont peu nombreuses, de petite taille, mais elles représentent un poids économique non négligeable. Mais nos dernières informations montrent que ces petites entreprises représentent plus de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploient plus de 90 000 personnes. Il y a une philosophie qui est propre aux entreprises familiales centenaires. Elles sont généralement plus dépositaires de ces entreprises. Les dirigeants se sentent plus dépositaires que propriétaires. Les dirigeants ont une volonté de transmission patrimoniale, de poursuite de leur activité. Au travers et chaque génération apporte un petit peu sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose. C'est une capacité, je dirais, d'adaptation hors norme. On peut dire comme le personnage dans Le Guépard là, de Giuseppe di Lampedusa, si l'on veut que tout demeure en l'état, il faut que tout change. Et ces entreprises qui durent, elles changent en permanence en réalité. Quand vous regardez Toile de Mayenne, on s'aperçoit que, et je laisse de côté les innovations techniques pour améliorer la qualité, le rendement, etc. Si on s'en tient aux grandes orientations stratégiques, on a vraiment des bifurcations fondamentales. On a, à la fin du 19e siècle, l'installation de la teinturerie. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il y a une très forte concurrence au niveau de la fabrication des toiles écrues, et que donc il faut impérativement trouver une valeur ajoutée, et ça sera la teinturerie. Ensuite, on supprime la filature, début du XXe. On va introduire la vente par correspondance dans les années 50. On va passer du tissu pour l'habillement au tissu pour l'ameublement. Et tout ça va se faire sur plusieurs années. Si je prends le cas, par exemple, de la famille Muliez, que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est développée, qui a fait sa fortune avec le textile, eh bien, elle prend un virage radical dans les années 70 ou 80 en basculant dans la grande distribution. C'est la création d'Auchan, mais alors qui va se faire, là encore, c'est l'atout de l'entreprise familiale, qui va se faire dans la durée. C'est-à-dire que ça prend plusieurs années, parce qu'au début, ça ne marche pas. Hein. Et donc, pareil pour le tissu d'ameublement. Au départ, c'est quelque chose que Jean Denis lance à côté des activités traditionnelles de l'entreprise. Donc on voit que les entreprises familiales s'adaptent tout le temps et qu'elles se donnent le temps de s'adapter. Hubert est responsable de l'atelier tissage. L'œil à tout, l'attention en éveil, c'est à la fois le pilote du bateau et aussi le chef secouriste des batteries de métiers à tisser qui rythment sans fin les journées. Généralement, les gens, avant de repartir en retraite, bien souvent, transmettent leur savoir à des personnes plus jeunes qui doivent être calmes et motivées. C'est une transmission de savoir. Toutes les personnes sont formées dans l'entreprise, sur le tas, et ça demande beaucoup de temps. Serge est un ancien et la mémoire de l'entreprise. Il a débuté sur les métiers à navette et a suivi toute l'évolution technique. Ça fait 39 ans que je suis tisserand, toujours tisserand. Toujours tisserand, surveiller les machines. Le métier de tisserand, c'est une dextérité avec les doigts. Et puis l'œil. Il faut avoir l'œil, il faut être constamment, faut être vigilant pour la qualité. Parce que bon, c'est 1 mètre de tissu, ça coûte très très cher. Hein, c'est là que vous perdez 1 mètre, s'il y a des défauts, là c'est perdu. Bon, ça prend, faut compter 6 mois pour avoir une certaine dextérité.
Hein, pour savoir tous les passages de fil, il faut au moins 6 mois. Après, bon, bah, ça vient tout à petit, parce qu'il y a toujours les nouveautés, les nouveaux rentrages, bon, bah, faut bien les prendre par cœur. De toute façon, on apprend sur long terme. Plus ça va dans le temps, plus on apprend. C'est pas, je vous dis, c'est pas en un mois ou deux. On sait les gestes qu'il faut faire, mais il y a toujours quelque chose. Toujours se remettre en question, est-ce que on a bien passé le fil ou pas? Le tissage est le cœur du métier de toile de Mayenne. C'est une opération délicate qui nécessite des conditions très strictes. L'humidité, par exemple, qui doit être ajustée pour éviter trop de casse de fil. C'est le rôle du tisserand d'intervenir rapidement sur la machine qui s'arrête quand l'un des milliers de fils casse. Pour rechercher un fil de chaîne cassé, nous procédons comme cela. Je passe mes mains sur les lamelles pour vraiment trouver la lamelle cassée. Là, tout est bon. Je continue ainsi. Là, j'ai senti une légère résistance. Je regarde. Cela m'indique que la lamelle est cassée. J'écarte mes fils et je retrouve la lamelle tombée sur le cache-chaîne et le fil de chaîne cassé. Un tissu de qualité ne peut être fait qu'avec des personnes qui surveillent, qui regardent, qui corrigent les défauts du tissu. Donc ça demande une grande maîtrise du métier. On n'est pas dans l'esprit production, on est dans l'esprit qualité. Ce sont deux choses différentes. Cette entreprise en matière de schéma social aujourd'hui, qui par certains côtés est encore dans des schémas assez classiques, c'est-à-dire les actions sont détenues en grande partie par la famille dirigeante, et il y a des dirigeants familiaux. Par contre, par d'autre côté, elle se rapproche des entreprises coopératives, qui se développent beaucoup aujourd'hui, et les attributs proches donc des entreprises coopératives, ça peut être par exemple une très grande modération dans les rémunérations justement de ceux qui prennent les décisions, des dirigeants. C'est-à-dire un rapport entre les salaires les plus élevés et le salaire moyen donc dans l'entreprise qui est très faible. Ce qui est aujourd'hui relativement rare donc dans les entreprises. Ensuite, une volonté donc de véritablement ouvrir la réflexion et la décision avec des groupes de travail sur des sujets importants, avec de véritables réunions où ceux qui sont là peuvent véritablement apporter des idées, réfléchir, voire faire pencher des décisions. Donc un aspect assez coopératif dans les réflexions et les décisions. On a retrouvé un certain équilibre dans les magasins au niveau des conseillères qui fait qu'on a des équipes qui travaillent vraiment ensemble sur la plupart des magasins et ça se voit dans les résultats. À Boulogne, parallèlement à ce management qui s'adressait plus aux responsables de service, nous avons tenu un langage de vérité, c'est-à-dire que nous avons toujours expliqué ce que nous voulions faire, quels en étaient les risques, ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné, les leçons que nous en tirions pour l'entreprise et ce que nous appliquerions après. Donc on n'a jamais caché qu'on avait fait des erreurs quand on les a faites. On leur a dit non, c'est trop bien. Et quand on a réussi des choses, on leur a dit là on a réussi. Et quand le on, en fait c'est plutôt nous tous ensemble, nous avons réussi. Une personne pour 3 jours d'absence, c'est à chaque fois c'est très juste. Oui, voilà. Les bénéfices de l'entreprise sont toujours restés à Fontaine-Daniel. Et ça, c'est une chose fondamentale. C'est que lorsqu'il y avait des bénéfices au cours des bonnes périodes, on peut citer par exemple les 30 Glorieuses, donc après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 60, eh bien, il y a des années où l'entreprise était florissante et tous les bénéfices ont été investis ou dans l'entreprise ou dans le village. C'est l'époque d'ailleurs où le village a grandi beaucoup, où des maisons ont été construites, où le confort a été amélioré autant que possible. Voilà, donc aucune fuite de capitaux, l'argent restait à Fontaine-Daniel et servait la cause commune. On le sait en tout cas à partir du XXe siècle, à partir du début du XXe siècle. La règle était qu'il n'y avait pas de dividendes. Il n'y a jamais eu de dividendes. Être propriétaire d'actions de l'entreprise était bien sûr synonyme d'un pouvoir de décision, mais n'était en rien rémunérateur.
Les dirigeants avaient en général des actions de l'entreprise. Ils avaient un salaire, bien sûr supérieur à celui des ouvriers, mais pas de rémunération supplémentaire liée aux dividendes. Et ça, c'est une chose assez extraordinaire. Et ça a couru jusqu'à aujourd'hui. Et ça montre bien une véritable mentalité ou un esprit collectif de la part des dirigeants. Dans les insatisfactions, entre guillemets, juste... Je ne pense pas que les personnes aujourd'hui sachent beaucoup qu'il n'y a pas eu de dividendes. Par contre, ils ont pu savoir, ils ont pu se rendre compte que le combat des dirigeants était le même que le leur. Et que, voilà, et qu'il y avait en tout cas le sentiment d'être dans le même bateau. Quand la facture arrive, qui est-ce qui a pu commander ça? Daniel Roulette était le responsable de l'atelier tissage avant l'arrivée d'Hubert. Il a pris sa retraite voici tout juste un an. Un cap douloureux à franchir, une page difficile à tourner. Aussi revient-il fréquemment prendre des nouvelles de la production et prodiguer quelques conseils. Car ici, à Fontaine-Daniel, les liens demeurent, même après une longue vie professionnelle. Je pense que le plus dur pour moi, c'était pas de quitter mon travail qui me plaisait énormément. Le travail, c'était pas ça qui m'embêtait beaucoup, parce que le travail, j'y passais. Ma femme me disait quelquefois que je ferais mieux d'emporter mon lit à l'usine, ce serait pas plus mal. Mais mon départ à la retraite, c'était surtout le fait de quitter toute l'équipe avec qui je travaillais. Parce que ça, de se séparer d'un groupe et d'une équipe avec qui on a rencontré pratiquement jamais de soucis, ça c'est terriblement dur. Mais il n'est pas question pour Daniel de repartir avant d'aller faire un tour dans les jardins ouvriers. Il n'est pas rare d'y trouver un ancien au travail. Bonjour Louis. Bonjour Daniel. C'est pas trop mouillé, non? Si, assez qui. Tu vois, hein? Tu veux des verres pour la pêche? Non, pas encore. Ah. Non. Tout le monde avait sa cabane, vous voyez là. Et puis il y en a disparu déjà. Et le soir, bon, un bon coup de shit. Et puis un calva. Chacun discutait son petit truc. Non, il y avait des bars, il y avait ce qu'il fallait. On travaille. Donc il y a des constructions qui se sont étalées de 1835 à peu près à 1970. Donc habitations ouvrières divers, d'abord en bâtiments collectifs et ensuite en maisons individuelles à partir des années 1920. Le village ayant été construit par l'entreprise, alors c'est une des originalités, les dirigeants de l'entreprise avaient des aspirations au travail architectural et au dessin. Donc c'est eux qui ont conçu ces bâtiments et ces maisons. Et ensuite les corps de métier de l'entreprise, parce que l'entreprise avait des maçons, des électriciens, des couvreurs, des menuisiers, etc. Eh bien, ce sont les ouvriers de l'entreprise qui ont construit le village derrière, avec leurs mains. Donc c'est d'ailleurs, cela a participé à l'attachement de tous aussi à ce village, parce que tout le monde a participé à sa construction. Jean Denis
a vite décidé qu'il fallait que les maisons soient toutes différentes. Il fallait qu'elles soient toutes différentes pour refléter le fait que chaque personne humaine est différente, fondamentalement. Elle a une personnalité différente. Il faut absolument éviter les habitations en série, comme on trouve dans de nombreuses cités ouvrières. Moi, je me mets dans mon nickel, là. Mais c'est vrai que les loyers, par rapport à l'extérieur, les villages autour de Fontaine-Daniel, c'était pas du tout élevé, quoi. Non, c'était quand même un avantage. On payait pas l'eau. Hein, l'eau était gratuite. Il y avait quand même des avantages. On pouvait jardiner autant qu'on voulait. On prenait du terrain autant qu'on voulait. Oui, moi, j'ai toujours vécu ici. Je suis née ici à Fontaine-Daniel. J'ai travaillé 43 ans ici. Hein, on commençait à 14 ans. Et puis, bien, voilà. Hein, après le certificat d'études, on allait à l'usine. C'était notre vie, voilà. Mais moi, quand je suis arrivé ici, moi qui ai travaillé quand même à l'extérieur, donc je suis arrivé ici, moi j'ai trouvé ça, ce petit village, pour moi c'était un paradis. Hein. C'était formidable. Ma mère a travaillé aussi 48 ans. Oui. 48 ans, ma mère, elle a commencé à 12 ans. Quand les parents travaillaient ici, la plupart, les enfants allaient à l'usine. Hein. Oh oui, ça c'était de génération en génération. Maintenant, c'est plus la même chose. Tout était attaché à l'usine, quoi. Tout le village était attaché à l'usine. Car on avait des patrons formidables. Je tiens à le signaler parce que moi qui ai travaillé à l'extérieur... Vu la conjoncture, ils ont été obligés de vendre des maisons pour avoir du financement pour continuer l'activité de l'usine. Hein. Les locataires qui étaient dans les maisons ont eu la priorité pour acheter leur maison. Et comme on se plaisait bien à Fontaine-Daniel, c'était notre vie, donc on a acheté notre maison. Et mon mari, en plus de ça, a agrandi la maison hein, en faisant une aile en côté. Donc maintenant, comme les enfants nous disaient, maintenant qu'on est grand, vous avez une grande maison. Avant, on était chez vous, on avait une petite maison. L'avenir de l'entreprise m'inquiète beaucoup. Mais on a quand même des dirigeants jeunes qui en veulent, qui sont formidables. Et je crois que grâce à eux, Fontaine-Daniel, il y a encore des belles années. Car quand même, il y a peut-être encore, je sais pas, plus d'une centaine d'ouvriers. Il faut chercher déjà du travail, hein. C'est beau quand même. En plus de 200 années d'existence, cette entreprise a eu des périodes très fastes, des périodes plus difficiles, liées soit à des causes internes, soit à des causes externes. Les causes internes, ça peut être tout d'un coup un manque d'innovation, un manque de réflexion, un manque d'observation du marché ou d'écoute des clients, ce qui est un peu la même chose. Et ça peut être des causes externes. L'entreprise a traversé 3 guerres mondiales, des crises très importantes d'approvisionnement de coton, par exemple, au début du XXe siècle, chose que nous retrouvons un peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une flambée terrible du cours des matières premières. En fait, cette entreprise a changé de métier, a évolué dans ses métiers tout au long de son existence, avec un fil conducteur qui a toujours été le tissu. À peu près depuis 15 ans, l'entreprise a beaucoup travaillé sa collection pour proposer des tissus modernes, un style moderne. Elle a été, à un moment, elle avait une image de marque très orientée vers des produits très classiques, mais en effet, depuis le milieu des années 90, cette entreprise a su aussi prendre part, a su modifier son image en montrant une production moderne. Nous ne sommes pas une marque qui est le garant d'une tradition. Nous sommes garants d'une qualité de produit, mais avec une création et des couleurs, des motifs qui sont dans leur temps. C'est comme ça que la marque fonctionne bien et que les clients s'y retrouvent. Et c'est pas parce que nous sommes une entreprise ancienne que nous nous basons notre création uniquement sur des motifs anciens. Il y a quelques motifs anciens, mais très peu. La plupart des tissus ont moins de 5 ans de vie. Alors, notre offre est constituée d'environ 600 références de tissus. Et puis aussi d'une collection de peintures, d'une gamme de peintures que nous avons lancée il y a 2 ans,
qui peut fonctionner en harmonie avec les tissus ou de façon indépendante. Nous allons lancer maintenant des papiers peints. Nous commercialisons des tapis aussi dans les magasins. L'objectif étant de satisfaire les gens qui viennent chez nous et de répondre à leurs besoins globaux de décoration. De l'autre côté du village, dans un bâtiment récemment construit, 50 personnes reçoivent, traduisent et réalisent les commandes de confection sur mesure des clients. Au-delà des tissus, le point fort de l'entreprise, c'est le sur-mesure. Nous ne faisons pas de série ici. Nous répondons aux demandes des clients. Et un même client peut avoir dans une commande des rideaux, des stores, des coussins. Et tout ça est fait vraiment pour le client. De 550. Avant d'arriver à l'atelier, les commandes sont revues par le secrétariat qui délivre une sorte de passeport pour la fabrication. On reçoit toutes les commandes des magasins toile de Mayenne de la France. Donc on va traduire en fait en langage atelier, entre guillemets, pour que ce soit réalisable. Donc en atelier, voilà, il faut que ce soit faisable. Donc par exemple, un exemple, donc on reçoit une commande comme celle-ci. Et donc nous, on va traduire, donc chaque ligne correspond à un atelier, donc les mesures pour la coupe et puis après pour les couturières, etc. Quand on arrive ici, on ne comprend pas du tout comment ça peut fonctionner en fait. Parce qu'il y a plein de postes partout, la coupe sur le citrifou, ici les couturières. Chaque personne a son poste précis, sait ce qu'elle a à faire et tout s'enchaîne. C'est vraiment incroyable parce que il y a un an, j'étais perdue. Enfin, on ne comprend pas comment on peut arriver à un résultat impeccable en fait en ayant plusieurs personnes sur un poste de travail différent. Et donc justement, ce qui est important, c'est la communication entre chaque personne. Tu vois par contre s'il y a un côté parce que tu vois il y a un côté qui est plus petit. Oui, donc du coup on va peut-être décaler par rapport au retour. Ouais. Et puis après je vais mettre les épingles. C'est vrai que c'est une ambiance accueillante, chaleureuse. Enfin, on s'intègre facilement. Ça fait un an que je suis là, j'ai l'impression que ça fait bien plus d'années. Parce que j'ai été accueillie vraiment, c'était très bien quoi. On se sent à l'aise. Ah oui, directement. Voilà. Donc les plis là, ils vont être prêts à piquer par Lucie. D'accord. Voilà, je suis 105, on a un tout petit peu plus pour que ça prend aussi. Oui, pour agrandir un petit peu. On a 105 finis plissés. Oui. D'accord. J'ai travaillé dans des entreprises bien différentes malheureusement où effectivement on a hâte que la journée soit terminée et c'est pas du tout la même ambiance quoi. C'est chacun son poste, personne se regarde, il n'y a pas d'entraide. Il y a par exemple une personne qui a une montagne de travail et l'autre qui a terminé, elle va pas l'aider. Ici c'est pas du tout ça et heureusement. Et c'est ça qui fait la force de Toile de Mayenne. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de rideaux et qu'il y a moins de dessus de lit, par exemple, les filles de l'atelier des dessus de lit, elles vont venir aider l'équipe des rideaux. Vous voyez, c'est pareil pour les voilages, les stores, les filles, elles sont polyvalentes. Et on s'aide tout simplement. Ça, c'est hyper important. C'est une équipe, hein, de toute façon, voilà, c'est le principe de Toile de Mayenne, quoi. Tout seul, on n'est pas gagnant. Pour être un résultat positif, c'est à plusieurs, quoi. C'est l'équipe qui fait la force finalement. Et ici, c'est vraiment ça. Le management familial d'une entreprise a des caractéristiques. En fait, les relations entre membres d'une même famille sont forcément différentes que des relations avec des personnes à l'extérieur. Entre personnes d'une même famille, nous nous parlons beaucoup plus directement, parfois beaucoup plus violemment aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réserve liée au fait que la personne, on la connaît moins bien. Donc, comme un peu il y a une violence entre enfants d'une même famille, parfois, dans les relations, ce qui est le plus important, c'est d'avoir la même finalité, de savoir où nous voulons aller et pourquoi nous voulons aller là.
Et ce qui est un calage permanent en fait, hein. C'est pas quelque chose qui est écrit, qui est gravé dans le marbre. Le monde évolue, donc nous devons évoluer avec le monde. Mais dans les relations elles-mêmes, c'est forcément plus difficile de ce côté-là, mais tellement plus fort par ce partage d'objectifs communs que je ne changerai pour rien au monde. C'est Dominique Schneider, donc l'une des descendantes de la famille Schneider, enfin de la grande famille de sidérurgistes, de maîtres des forges, qui a créé le Creusot. Elle a écrit un roman qui s'appelle Atteinte à la mémoire des morts. Et ce roman est très intéressant parce que elle explique bien toute la souffrance d'être fils ou fille de famille, de ces grandes familles. Parce que pour ces grandes familles, il n'y a pas de place pour l'individu, si vous voulez. Il y a une sorte de contrôle permanent des égos, de maîtrise de soi, de gestion justement de ses émotions, de ses sentiments. N'est pas forcément évident de voir prendre la tête de l'entreprise pour un aîné, son cadet. Et très souvent, ce sont les intérêts de la société qui doivent primer sur les intérêts de la communauté, donc autrement dit, les intérêts tout court sur les sentiments. C'est pour ça que c'est toujours complexe, et en tout cas, ça n'est pas du tout aussi simple ni aussi idyllique que ça peut paraître de l'extérieur. C'est vrai qu'on a un peu une image des héritiers comme celui qui reçoit tout, mais c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pas comme ça que ça se passe pour les entreprises qui durent vraiment, c'est-à-dire celles qui sont centenaires, bicentenaires, ce sont aussi beaucoup de sacrifices. Retour chez Toile de Mayenne, début janvier. À 15 jours du salon Maisons et Objets de Villepinte, le stand est en phase de finition. Ah oui, tu vas brancher ça comme ça. Maintenant, on fait toutes sortes de couleurs. On a rajeuni quoi, hein, par rapport à ce qui est dit quoi. Souvent, c'est vrai que Toile de Mayenne, on dit toujours c'est ancien, alors que maintenant, ça y est, on est parti sur des couleurs. On a beaucoup plus de choix de tissus, beaucoup plus de couleurs avec la peinture. Donc là, on expose aussi en même temps d'autres peintures, hein, nos peintures, nos tissus. Là, on va parler du tissu végétal. Hein. Donc c'est vrai qu'à chaque salon, on essaye de trouver aussi des choses qui nous différencient par rapport aux autres, quoi. Hein, et ça aussi. Lundi 10 janvier, c'est le jour de l'Assemblée générale ouverte à tous les salariés de Toile de Mayenne. Un grand événement annuel où toutes les grandes questions, même les plus sensibles, seront abordées. Une assemblée qui se terminera par la traditionnelle galette des rois. On a fini 2010 en dessous de 2007. Donc, oui, ça c'est vraiment l'impact de la crise. En 2008, on avait une petite progression. En 2009, on a baissé. On a remonté en 2010, mais on n'est pas tout à fait au niveau de 2007 encore. Dans les achats de matière, il y a un truc qui est important, c'est l'augmentation de la matière première. Vous avez sans doute entendu ça tous. Le coton, par exemple, flambe. Le coton flambe parce que il y a à la fois une pénurie et une spéculation. Souvent, quand il y a pénurie, il y a spéculation derrière. Hein. Il y a des gens qui jouent avec les cours des matières premières. Mais sur le coton, ce qui s'est passé, c'est plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que comme il y a eu crise en 2009, les producteurs de coton ont arraché des pieds de coton pour faire des céréales. Donc la surface cultivée de coton dans le monde s'est réduite sérieusement. Parce qu'ils avaient du mal, ils avaient du stock, ils avaient du mal à vendre leur coton. Donc ils ont fait autre chose. Hein, un agriculteur qui ne vend pas son blé, il fait du maïs, enfin, etc. Vous connaissez ça très bien. Alors, les salaires, je l'ai dit, c'est un sujet important parce qu'ils représentent à peu près 50% du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'à peu près, pour 1 euro que l'on reçoit des clients, on reverse presque la moitié en salaire et charges. Vous avez des remarques par rapport à ça? Non, ce qui me laisse le temps de reprendre ma feuille. Donc on peut dire que les salaires chez nous sont tous très modérés ou prudents. Enfin, ils sont prudents, ils sont modérés.
à tous les niveaux donc, de l'entreprise. Ça, c'est un point très important. Et c'est aussi donc, une des raisons qui font que nous sommes encore là aujourd'hui, ensemble réunis. C'est qu'on a, grâce à cette grande prudence salariale, nous avons réussi à résister à ces crises. Après avoir dit ça, néanmoins, et à l'inverse, il faut dire qu'une de nos préoccupations majeures, c'est de réussir à augmenter les salaires. On n'aura pas réussi à être court, finalement, ça aura duré 1 heure. Le cœur pour transmettre, un film de Marc Janson, coproduction DCX KTO, c'est le 6e volet de la série L'entreprise à visage humain. Alors, avec nos invités, on va revenir maintenant sur le cas de cette entreprise Toile de Mayenne. Puis je vous rappelle que la discussion portera ensuite sur la transmission des entreprises et du savoir-faire dans le monde professionnel. Il est temps de vous présenter nos invités. Anne de Cagny, bonjour. Bonsoir. Même plutôt. Vous êtes responsable de l'apprentissage au CEFIPA. Le CEFIPA, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut dire que c'est une école d'ingénieurs par l'apprentissage? Alors, le CEFIPA, en fait, est un CFA, c'est un centre de formation d'apprentis qui gère 5 formations d'ingénieurs avec 3 écoles d'ingénieurs. Donc des entreprises qui se forment des apprentis qui se forment en entreprise. Tout à fait, qui alternent en fait des périodes en entreprise et des périodes à l'école pour obtenir au bout de 3 ans un diplôme d'ingénieur. Très bien, c'est important que ce soit clair. Grégoire Denis, à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans ce documentaire sans vos lunettes, mais c'est bien vous sur ce plateau. Vous êtes le PDG de cette entreprise Toile de Mayenne qu'on vient de découvrir dans le film. Yann de Savolery, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à la tête d'une entreprise, mais qui n'est pas ce qu'on appelle une entreprise familiale. Vous êtes président de Daxium, une entreprise qui édite des logiciels pour téléphone mobile. Tout à fait. Et puis le père Baudouin Roger, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur au Collège des Bernardins, au département Économie, Hommes et Société. On va essayer de prendre un peu de hauteur avec vous ce soir sur ce plateau. Alors, première question pour vous, Grégoire Denis, qu'on a vu dans ce film. Moi, j'ai quand même une question générale après avoir vu ce film où vos salariés ont tous l'air contents, ça se passe bien. Est-ce qu'ils sont tous contents de travailler à Toile de Mayenne? Écoutez, j'espère. Non, il y a forcément des gens qui sont moins contents de leur situation que d'autres. C'est vrai que je pense qu'ils ont conscience que l'entreprise a des particularités qui leur vont bien en termes de qualité de vie au travail, en fait. Et d'abord, on est dans un environnement exceptionnel. On a la chance de travailler sur des produits haut de gamme où on ne recherche pas une productivité à tout prix. On cherche d'abord à avoir un bon rapport productivité-qualité. Et donc, on donne aux personnes une bonne conscience de ce qu'ils doivent faire, conscience de la qualité, de la satisfaction du client. Il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup d'échanges entre ce qui va chez les clients et l'entreprise. Et je pense que les gens y retrouvent quelque chose. Alors, chose aussi intéressante, au vu de l'actualité, on parle souvent des salaires des patrons et des dirigeants. Vous ne touchez pas de dividendes? Non, c'est une tradition chez nous. Les gains d'entreprise ont toujours été réinvestis dans l'entreprise et dans le village, dans le lieu. Et c'est quelque chose que nous souhaitons continuer. Père Baudouin Roger, c'est un modèle courant, classique, on peut dire, ou l'entreprise familiale, c'est quand même quelque chose de particulier dans le monde économique actuel?
Ah ben c'est certainement quelque chose de particulier, non, parce que c'est probablement la majeure partie des nombres d'entreprises sont des entreprises familiales. Évidemment, en termes de chiffre d'affaires, c'est minoritaire. Et par contre, ce qui est probablement beaucoup plus rare, c'est que les dividendes ne soient pas versés aux actionnaires. Ça, en général, les actionnaires reçoivent des dividendes, ce qui est d'ailleurs assez légitime, puisqu'il y a un certain risque. Lorsque les actionnaires ne travaillent pas dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une certaine rémunération de l'immobilisation d'argent et du risque correspondant. Et donc c'est assez légitime. Mais c'est une bonne chose, ça, que les dirigeants ne touchent pas de dividendes. Qu'est-ce que ça change en fait? En tous les cas, ça change certainement d'abord pour le climat de l'entreprise. Ça veut dire que les dirigeants, non seulement ils sont engagés personnellement parce qu'ils y travaillent, mais en plus, si vous voulez, ils investissent les revenus de leur capital. C'est vrai que c'est notre cas, mais les actions que nous portons, puisque nous les portons, nous les avons reçues. Voilà. Donc nous n'avons pas mobilisé nos biens personnels pour acheter ces actions. Sinon, il serait peut-être plus légitime, effectivement, d'avoir une rémunération, comme quand on place de l'argent à la banque, où on a un taux de rémunération, en ce moment pas très haut, mais un taux de rémunération. Donc le fait que nous soyons plus des transmetteurs d'actions que des acheteurs d'actions, en quelque sorte, explique aussi ce phénomène. Puis il y a cette image aussi de ce retraité qui revient chez vous pour donner un coup de main, un conseil. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose de courant dans les entreprises aujourd'hui. Tout dépend des entreprises. Moi, je dirige une entreprise de nouvelles technologies, puisqu'on est éditeur de logiciels. Et c'est vrai que des personnes qui ont vécu 51 années dans l'entreprise, on n'en a pas beaucoup, puisqu'on existe depuis 6 ans. Et que ces nouvelles technologies existent depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Donc... dans nos métiers, il y a un turnover beaucoup plus important parce qu'il y a une recherche importante de profils, développeurs, ingénieurs qui vont souvent à l'étranger et qui restent rarement plus de 3-4 ans dans une entreprise. Père Bonanger, qu'est-ce que ça dit? Oui, je crois que... On dit souvent que l'entreprise a une mauvaise image. Il n'empêche que sur le terrain, je pense que dans un très grand nombre d'entreprises, les gens sont attachés à leur entreprise. C'est un lieu de socialisation premier. Je n'ai pas lu de chiffres récents, mais c'est un lieu où on rencontre des gens, où on se marie d'ailleurs dans l'entreprise, ou dans le cadre professionnel. Et c'est tout à fait important. Et les gens sont attachés à leur entreprise. La difficulté et la souffrance des gens, c'est justement lorsque cet attachement ne trouve pas de répondant, où ils ont l'impression que l'entreprise ne leur retourne pas l'équivalent de ce que eux donne à l'entreprise. C'était très significatif, cette mention du don. Vous avez entendu, Thérèse sa successrice dit, elle m'a donné tout son savoir-faire. Elle a parlé des secrets qu'elle a dévoilés. Mais, on donne dans l'entreprise, on donne son temps, on donne une partie de sa vie, et ça s'inscrit dans la durée. Alors lorsque c'est une entreprise comme celle-là, où les gens visiblement durent 40 ans et plus dans l'entreprise, vous voyez, ça devient une véritable famille. Lorsque cet engagement qui est réel des personnels ne trouve pas de correspondance sous forme d'engagement pérenne de la part de l'entreprise, où les employés se sentent un peu une variable d'ajustement, évidemment, c'est extrêmement difficile. Mais ça peut être vrai aussi dans les grands groupes internationaux. Bien sûr. Ce qui est singulier dans cette entreprise, c'est qu'il y a un enracinement local, un peu comme Michelin à Clermont-Ferrand. Et donc, les personnes n'ont pas à faire 2h30 de trajet par jour, comme on peut l'avoir en région parisienne. Oui, ça, c'est vrai que ça change la donne. Oui, c'est aussi l'avantage de la province. Donc, j'imagine qu'ils se retrouvent à la boulangerie le matin. Ou le dimanche. Oui, pour ceux qui habitent sur place. Ouais. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, mon père, moi j'étais très frappé quand je suis arrivé dans cette entreprise il y a 15 ans. L'entreprise n'allait pas bien. Et effectivement, il y avait beaucoup de couples dans l'entreprise. Et je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes encore là tous les deux? Ça va pas bien, ça fait des années que l'entreprise décroît. Comment est-ce que vous êtes encore là tous les deux? Il y a, à 5 km d'ici, des belles entreprises qui se développent, qui embauchent. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas partagé les risques? Et ils m'ont répondu, c'est pas la première crise. On est attachés. Ça ira mieux demain. Confiance. Confiance. Et j'avais vu peu de temps après un reportage à la télévision sur Bata, peu de temps avant, pardon, sur Bata, où il y avait eu fermeture de l'usine. Et l'émission avait très bien montré la détresse des ouvriers qui se sentaient quelque part trahis par cette faillite. C'était une faillite qu'on ne peut parfois pas éviter. Mais ils se sentaient trahis parce qu'ils avaient tout donné pour l'entreprise. Et puis ils estimaient qu'ils n'avaient pas le retour. Quelque part, ils se sentent un peu propriétaires de l'entreprise. On a une vision du travail qui ne correspond pas à la réalité de ce que les gens vivent.
communément, quand on pense travail, on se dit c'est un moyen de gagner sa vie, c'est connoté comme quelque chose de pénible, qu'on cherche à raccourcir tant en durée hebdomadaire qu'en durée avant la retraite. Mais dans le fond, même quand le travail est difficile, les gens y sont souvent attachés, ils grandissent, ils nouent un certain nombre de relations qui leur font du bien. Anne de Gagny, vous avez travaillé à Valeo? Oui, tout à fait. Vous vous sentiez attachée à la boîte? Écoutez, j'y ai passé 10 ans, donc effectivement... C'est une grande maison. Voilà. Et effectivement, je voulais rebondir sur le fait que même dans des grands groupes, moi j'ai vu vraiment des personnes partant à la retraite qui étaient experts dans le domaine thermique, qui faisaient vraiment des calculs très pointus, qui en fait sont revenus effectivement en termes de consultants pour donner un coup de main, en fait, très concrètement, pour répondre à certaines questions techniques, puisque la capitalisation du savoir, peut-être, ne s'était pas faite de façon linéaire. Donc voilà, il y avait le besoin de revenir en entreprise, même dans un grand groupe. Yann de Savollery, ça vous l'avez pas... Comme l'entreprise est trop récente pour voir des gens revenir. J'avais cofondé une entreprise, on était plus de 100, donc c'était un peu différent, mais c'était toujours dans l'informatique, les nouvelles technologies, et la moyenne d'âge des personnes s'échelonnait entre 28 et 33 ans. Alors ceci dit, vous avez quand même un regard particulier sur les entreprises familiales, puisque dans votre famille, il y a eu une entreprise familiale. Oui, exactement. Mon arrière-grand-père paternel a cofondé avec une autre famille une société de chaudronnerie. La chaudronnerie, c'est pas juste fabriquer des chaudrons, vous pouvez fabriquer des portes de métro. Et c'était entre autres des marchés qu'avait remporté cette entreprise dans les années 70. Et donc mon arrière-grand-père a cédé la codirection à mon grand-père, qui a cédé la codirection à mon oncle. Et ça s'est arrêté là, puisque l'entreprise, il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. C'était un marché qui se paupérisait, avec une diminution. On est passé de 100 à 20 ouvriers en une trentaine d'années. Et un peu comme l'imprimerie, la chaudronnerie fait partie des marchés où le textile fait partie des marchés sacrifiés. Et ce qui est amusant, c'est que dans cette entreprise familiale, il y avait deux familles qui co-dirigeaient l'entreprise, à la différence de votre famille où c'est la même famille. Et il y a toujours eu l'autre famille qui dirigeait la partie commerciale et une autre famille qui dirigeait la partie ingénierie. Très clair. Donc il y avait des ingénieurs centraliens chaque année, à chaque génération. Et moi, je n'ai pas eu cet ADN, puisque, ou en tout cas, ça a sauté une génération, puisque mon père était fonctionnaire dans les eaux et forêts. C'est autre chose. Voilà, mais a priori, il y a des graines qui ont été semées. Et est-ce que vous pourriez transposer les forces de ces entreprises familiales, par exemple de ce qu'on a vu dans Toile de Mayenne, à une entreprise comme la vôtre aujourd'hui qui n'a absolument rien à voir? Oui, alors on vit quand même dans un monde où tout s'accélère. Donc je pense que dans votre activité, on arrive peut-être plus à se projeter sur 20 ans. Dans notre activité, c'est plutôt on se projette sur 2 à 3 ans, avec de belles opportunités qui peuvent se présenter, mais également des risques technologiques de Google, Facebook qui vont se créer, Android qui va créer une rupture technologique que des entreprises de 10 à 50 personnes ne pourraient pas forcément digérer. Elle va bien, votre entreprise, malgré la crise? On a vu, vous en parliez un petit peu à la fin pendant cette Assemblée Générale. La crise nous a fragilisés. En plus, elle est arrivée à un mauvais moment pour nous parce qu'on avait beaucoup investi en 2007 et début 2008. Et puis on n'a pas dégagé le cash flow derrière pour bien financer ces investissements. Donc on a dû trouver des moyens de renflouer les caisses pour faire face à nos engagements. Ça va mieux, ça va mieux. Mais on est sur un marché qui a été très très secoué. En période de crise ou de ralentissement économique, on souffre tout de suite parce que les gens peuvent attendre pour changer leur rideau. Ils peuvent attendre pour... voilà, c'est pas de l'alimentaire, c'est pas des loisirs, c'est pas tout ça. Les loisirs, les gens peuvent plus attendre aujourd'hui, mais pour la décoration, on peut attendre. Et nous avons senti le début de la crise, ce qui nous a peut-être aidé, nous l'avons senti arriver dès le printemps 2008. À fin mars, pour donner les chiffres, à fin mars, on était à plus 17%, et à fin juin, on n'était plus qu'à 9% de progression, et à la fin de l'année, on a fini à plus 5%. Donc on a senti ce ralentissement très tôt, et du coup, on a pu agir et travailler
très vite. Mais quand j'ai réuni les cadres de l'entreprise au mois de juillet, je m'en souviendrai toute ma vie pour leur dire, je sens pas l'avenir. C'est la première fois depuis 10 ans, je leur disais, je sens pas l'avenir. Je sens pas l'avenir. Ça va exploser. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va exploser. Ça ralentit très fort. Maintenant, il faut qu'on travaille à fond sur un plan de rigueur. Et on travaillait que sur des plans de croissance depuis des années. Vous voyez, ils m'ont pas cru au début. Ils m'ont dit, mais il est fou. Il est fou. Et je leur ai dit, écoutez, je vous laisse partir en vacances. Je veux pas vous gâcher vos vacances. Réfléchissez-y. Mais à la rentrée, on travaille. Et le 16 ou 15 septembre, il y a eu le krach financier à New York. Et du coup, on avait commencé à enclencher, et moi et mon frère, on avait commencé à enclencher une réflexion qui nous a permis de réduire notre point mort très vite, etc. Et d'amortir. Père Benoît Roger, c'est vrai que c'est important là, de parler, de dire les choses. C'est ce que vous faites aussi. On vous voit parler aux salariés, entre vous, cette sincérité, cette transparence. C'est effectivement très important. Enfin, moi, c'est aussi ce que je pratiquais quand j'étais dirigeant d'entreprise. Et je crois que c'est extrêmement important. Vous voyez que la cohésion, l'adhésion, l'engagement des personnels, c'est un atout décisif pour la performance d'une entreprise, et spécialement quand ça va mal. Et cet engagement, il suppose de la confiance, donc de la relation, de la transparence. Et donc, je crois que c'est effectivement très important. Mais il y a beaucoup d'entreprises le font. Enfin. Bien sûr. Pas trop de transparence. Mais la bonne transparence. Faut pas tout dire alors. Faut pas inquiéter toutes les troupes. Oui, bien sûr. Anne de Cany, sur cette affaire de confiance. Oui, je dirais que la confiance, c'est vraiment ce qui unit le maître d'apprentissage et l'apprenti, par exemple, pendant le temps que dure l'apprentissage. S'il n'y a pas cette confiance, c'est vrai que la relation ne peut pas fonctionner. Et il faut aussi que le jeune sente que son maître d'apprentissage va effectivement lui transmettre, à savoir l'accompagner, le faire grandir. Donc ça, c'est très important. Le maître d'apprentissage peut évidemment s'appuyer sur des collègues pour cela, mais c'est avant tout, lui, le référent dans l'entreprise, même s'il y a un référent aussi côté école, mais là on parle de l'entreprise, ce référent est essentiel. Et le lien, ce qui est intéressant à savoir, est contractualisé, c'est-à-dire que dans le contrat d'apprentissage qui est signé au démarrage, l'employeur, bien sûr, est désigné, l'apprenti aussi, mais le maître d'apprentissage est clairement désigné et on vérifie qu'il a bien les compétences pour pouvoir prétendre à être maître d'apprentissage. Tout ceci est contrôlé. Donc c'est intéressant aussi de le savoir pour que cette confiance s'installe. En période de crise, parfois, c'est plus difficile aussi. Oui, et puis c'est vrai que certaines personnes sont très chargées en termes de travail et donc libèrent plus difficilement du temps pour pouvoir encadrer un jeune apprenti, en l'occurrence. Ceci étant, je trouve qu'il faut quand même aussi dire qu'on a vu un documentaire tout à fait remarquable. Je pense que beaucoup de gens qui regardent cette émission vont se dire mais des entreprises comme ça, il n'y en a quand même pas beaucoup. Non, c'est certain. Le quotidien d'entreprise, il y a quand même... Et une violence qui se développe de façon, à mon avis, un peu inquiétante. Qu'est-ce qui est à la source de cette violence ? D'abord, il y a la compétition internationale, enfin la concurrence, et spécialement au plan international. Il y a aussi la pression des actionnaires et du monde financier, en particulier pour les groupes qui sont cotés et pour lesquels les actionnaires imposent des exigences financières. Et donc il y a une espèce de pression qui diffuse à tous les niveaux et qui impose aux salariés un certain nombre de contraintes, qui impose de se reconfigurer extrêmement vite, donc de l'agilité, de la souplesse, donc de la précarité et de la pression qui finalement est largement supportée par les gens qui y travaillent. Messieurs les chefs d'entreprise, comment on résiste à cette violence ? Moi, je nuancerai un peu vos propos. C'est vrai qu'il y a des cas parfois un peu compliqués d'entreprises qui prennent des décisions de délocalisation et c'est très violent parce que dans ces cas-là, on ferme tout et bon, c'est très violent. Mais il y a tellement d'entreprises aussi qui sont contrôlées capitalistiquement par des personnes privées, qui cherchent d'abord à durer, qui cherchent à se développer et qui sont tout à fait, ces chefs d'entreprise, j'en connais beaucoup, sont conscients que aujourd'hui, la seule façon d'avoir une entreprise qui avance correctement, c'est le respect intégral de toutes les personnes qui y travaillent. Et c'est que chaque personne dans l'entreprise trouve un sens dans ce qu'il fait. Et ça se passe dans des entreprises de 100 personnes, mais aussi dans des entreprises de 1500 personnes. Et donc, c'est vrai qu'il y a parfois des situations de violence, mais je pense que c'est de loin pas la majorité des cas. C'est ce dont on parle. On parle toujours de ça, puisque on aime créer la sensation de l'événement. Mais moi, je ne connais pas beaucoup de situations de violence. Il y en a.
Père Bonheur-Roger. Moi, je suis aumônier de jeunes professionnels, donc des cadres qui travaillent dans l'entreprise, et je vois que, de fait, il y a une vraie réalité. Alors, c'est peut-être aussi lié à Paris, où c'est des entreprises plus grandes, probablement plus internationales. Il y a une tension, une pression, on est licencié assez facilement et rapidement, et donc c'est une réalité. Hein. Vous, Yann de Saint-Vaulery, vous délocalisez, par exemple, on évoquait Dans la première expérience professionnelle, oui, on avait monté tout au début, et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc on avait monté une équipe d'une vingtaine d'informaticiens aux Philippines. Aujourd'hui, je dirais... c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de maîtriser les sources logicielles, d'avoir de la réactivité par rapport aux clients, mais il peut nous arriver, dans certains cas, d'avoir recours à de la délocalisation parce qu'on est dans un métier complètement dématérialisé. Alors du coup, il n'y a pas la délocalisation ou la sous-traitance à l'étranger, c'est pas la même chose. Délocaliser au sens propre du terme, c'est prendre une activité à un endroit et la localiser à un autre. Vous avez raison de préciser sous-traitance. Sous-traitance, mais on est dans un métier dématérialisé où vous pouvez envoyer moi, je vais vous donner un exemple précis. Il y a 2 ans, j'avais un développement, je dirais un module à développer, une partie du logiciel, mais qui n'était pas stratégique à développer. J'ai passé un appel d'offres sur un site internet, un peu comme un site de rencontre, mais pour rencontrer des développeurs. Et j'ai passé un appel d'offres, j'ai mis en concurrence des entreprises. J'ai signé avec une entreprise égyptienne et une autre fois avec une entreprise en Russie. Et le travail s'est bien passé, mais pour des travaux ponctuels. Sur ce site internet, vous avez 190 000 développeurs que vous pouvez faire travailler, mettre en concurrence. Vous avez leurs notes, des commentaires sur les projets qu'ils ont réalisés. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même métier où sous-traiter ou délocaliser une production demande une vraie logistique. C'est moins violent, il n'y a pas ce... Voilà, nous, ça peut se faire à la rigueur comme ça. Et d'ailleurs, les grandes sociétés informatiques françaises le font également. Très récemment, un groupe français informatique a acheté une entreprise indienne, alors soi-disant pour avoir des marchés en Amérique du Nord, mais bon, il y a également avoir accès à des ressources en développement, et également parce qu'on a des difficultés à trouver des ressources en France. Il y a ça aussi. Alors, on a bien compris que c'était pas évident d'être dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Le monde change, la mondialisation. Vous parliez justement, voilà, de sous-traiter à l'étranger. Il y a des choix compliqués à faire. Pourquoi vous avez choisi de reprendre cette entreprise Toile de Mayenne, surtout dans un secteur qui n'est pas facile? Alors, c'est une histoire, je vais vous résumer très rapidement. En fait, mon frère Raphaël avait très envie de travailler à Fontaine-Daniel dans l'entreprise, et quand il y a eu une discussion familiale, comme il en avait très envie, mon autre frère et moi lui avons laissé la place sans aucune difficulté. Et puis il est arrivé dans cette entreprise, et peu de temps après, il est venu me voir en me disant: il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de commerce, ils s'entendent plus, la génération d'avant. Donc j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et pourquoi moi? Parce que j'étais le plus âgé, celui qui avait le plus d'expérience, notamment en commerce et en marketing. Et donc, voilà. Alors, quand je suis allé voir les 4 dirigeants de la génération d'avant, 2 fois 2 frères, c'était totalement improbable parce que nous étions 2 de la même branche. Et dans leur tête, il y en aurait un de chaque branche qui aurait pris leur suite. Bon. C'était totalement improbable, donc ça a été très long de discuter. Malgré la situation d'urgence, ça a été très long. Et donc on a discuté longtemps, ça a duré 6 mois avant de prendre une décision, plus mon préavis de 3 mois, donc c'est passé 9 mois avant que j'arrive dans l'entreprise. Et je dois avouer que je suis allé la fleur au fusil, avec une véritable volonté de faire les choses, mais j'avais beau avoir un poste de cadre supérieur dans une belle entreprise, ça n'a rien à voir, ça n'a pas grand-chose à voir avec prendre la direction d'une entreprise qui a autant de métiers, en plus en période de crise, où je ne devais pas dépenser un budget, mais générer moi-même les moyens d'avancer. Donc c'était voilà comment ça s'est passé. Et en fait, j'y suis allé en disant aux actionnaires dirigeants que je venais pour une période et que si ça ne marchait pas, je repartirais. C'était pas. C'est très clair ça. Voilà, c'était très clair. Et de la même façon, on a discuté avant que j'arrive de la valeur de l'entreprise pour que si jamais ça fonctionnait, je n'ai pas à payer 2 fois le fruit de mon travail. Un accord familial. Un accord familial qui bloquait la valeur des actions pendant 6 ans. Anne de Cagny, vous souriez tout à l'heure sur les bons et mauvais côtés de cette entreprise familiale. Qu'est-ce que vous retenez?
Eh bien, je dirais que je retrouve effectivement des points de contexte un petit peu similaires dans des entreprises justement qui prennent certains apprentis, puisque nous avons en fait 15% de nos apprentis qui sont dans des entreprises comprises, on va dire, entre quelques salariés et 500 personnes. Donc, effectivement, il y a des entreprises dans lesquelles les apprentis sont dans une grande proximité avec toutes les personnes de l'entreprise. Enfin, il n'y a pas très longtemps, je suis allée dans une entreprise où j'ai vu l'apprenti, mais vraiment avec une agilité, une facilité de contact, passer à la fois de la comptabilité au laboratoire, à la production, et pourtant tout ceci resserré finalement sur quelques mètres carrés. Donc voilà, c'est agréable de voir comment ça peut se passer. Voilà. Alors, ceci dit, Père Baudouin-Roger, comme tout à l'heure, ça ne se passe pas toujours comme ça, puisque dans une entreprise qui n'est pas familiale, et c'est le cas pour la plupart, comment ça se passe, la suite La suite, c'est-à-dire comment un dirigeant part, comment la succession, la transmission d'entreprise, tout simplement. Dans un groupe Dans un groupe. Alors, en général, quand c'est bien organisé, d'abord, on a prévu il y a toujours des alternatives, donc des gens qui sont prêts à prendre la place ou qui sont préparés pour ça. Parfois, il y a évidemment des recrutements extérieurs, mais ça fait partie de la tâche d'un bon dirigeant que de préparer sa succession. Oui, ça c'est quelque chose à laquelle vous pensez déjà. Oui, j'ai une fille de 2 ans et demi, une autre de 9 mois. Alors Grégoire Denis, on vous a vu dire dans le documentaire qu'une entreprise devait s'adapter et changer tout au long de son histoire d'activité, même si le cœur du métier c'est le tissu. Donc il y a quand même un savoir-faire qui est autour du tissu, du fil. Et comment ça se transmet, ce savoir-faire? Alors, l'adaptation, c'est clair qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas le métier que l'entreprise avait il y a 50 ans, ni qu'elle avait il y a 100 ans. Même s'il y a toujours du tissu et du fil. Après, il y a une auto-formation permanente. C'est-à-dire que dans une entreprise, il y a en permanence des gens qui vont partir, des gens qui arrivent, et les anciens forment les gens qui arrivent. On n'a pas de phénomène d'apprentissage parce que ce ne sont pas des métiers où il y a de l'apprentissage. On a un peu de formation par alternance, par contre. On n'a pas de phénomène d'apprentissage. Vous avez vu dans le reportage que pourquoi pas d'apprentissage? Nathalie, sont des métiers industriels, ne sont pas des métiers... Peut-être parce qu'il n'y a pas de formation qui corresponde exactement à votre métier. Vous avez dans le reportage Nathalie, qui est une femme qui a 35 ans, qui est arrivée en venant d'un secteur totalement différent, déjà accepté de travailler dans une entreprise textile avec l'image qu'on donne au textile, c'était très bien, et elle a mis 9 mois à apprendre de Thérèse tout ça. Donc nous lui avons donné le temps d'apprendre, donc elle était en sureffectif en quelque sorte pendant 9 mois. C'est aussi le rôle d'une entreprise de préserver son savoir-faire, d'aider les personnes à le transmettre. Et voilà. C'est plus difficile quand quelqu'un part du jour au lendemain. Mais on n'a pas toujours... c'est tout à fait critique. Et moi, je vois ou j'entends que dans un grand groupe, justement, on n'a pas forcément conscience de l'importance du savoir-faire et qui disparaît. Alors, parce que le savoir-faire dans le textile, mais dans tous les métiers, et y compris dans les grands groupes, vous voyez, des activités... eh bien, il y a encore l'ouvrier qui est passé cadre et qui a le savoir-faire sur tel type de machine, et il va partir à la retraite et on ne sait pas très bien comment le savoir-faire va être entretenu. Or, ces gens-là, ils sont critiques, et d'un coup, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se rendent compte que on a perdu, on ne sait plus faire. Pourquoi, Père Smaillon, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'une entreprise, c'est une aventure humaine, et que les gens qui sont les acteurs sur le terrain, ils ont entre les mains des richesses qui constituent la richesse de l'entreprise. Et pourquoi on a perdu la culture de cette transmission, Anne de Cagny ou Père Baudouin? Alors, je dirais que spontanément, peut-être, on a estimé que certains moyens informatiques, par exemple, ont pu remplacer effectivement une transmission du savoir. C'est ce que j'avais pu remarquer dans un certain passé. On avait peut-être tendance à considérer il suffit qu'un expert écrive
et c'est mis effectivement dans un système informatique et ensuite une autre personne va effectivement aller piocher, on va dire, la fiche de données sur ce savoir-faire. En fait, la réalité, elle n'est pas tout à fait comme celle-là. Il faut vraiment un accompagnement humain, surtout quand il y a des gestes, tels que dans votre entreprise, mais aussi sur des métiers peut-être avec plus, enfin où il y a des calculs, des aspects peut-être plus intellectuels, où malgré tout il y a des manières de voir, des méthodologies. Donc on parle beaucoup de compétences qui ne sont pas uniquement des savoirs, des connaissances, des savoirs techniques, mais aussi les manières de faire, des manières de se comporter. Vous avez parlé de commercial tout à l'heure. On ne vend pas forcément spontanément. Il y a des manières de le faire et c'est bien d'être accompagné. Père Benoît Roger. Et ça suppose, si vous voulez, aussi un lien pérenne à l'entreprise, que cette accumulation de savoir-faire et cette transmission. Lorsque il y a des turnovers qui sont trop importants, alors je ne sais pas si vous avez trouvé ça, mais dans les tranches d'âge les plus jeunes, en tous les cas dans les grandes villes, on observe que les gens changent beaucoup plus facilement d'entreprise. Mobilité. Oui, au bout de 2-3 ans. D'ailleurs, à la limite, ça fait partie du... Il faut avoir changé d'entreprise. Alors, c'est très bien parce que ça permet juste aux entreprises aussi d'échanger, de savoir comment ça se passe ailleurs on s'engage plus toute une vie dans une boîte. Mais à l'inverse, il y a des cas où c'est extrêmement critique parce qu'on a beaucoup de mal à capitaliser le savoir-faire et quand on a des domaines où il y a 2-3 personnes qui maîtrisent par exemple une technologie particulière et qu'il y en a 2 qui partent, on est très vite dans une situation critique. Ça me fait penser à un grand groupe qui justement avait donné comme consigne de changer tous les 2 ans. Effectivement, pour les postes, par exemple, d'ingénieurs, et qui est revenu sur cette position et qui est plutôt parti maintenant sur des périodes de 3 ans. Ben non, parce qu'on avait à peine le temps d'être dans le poste, de comprendre quelque chose, qu'on a été obligé de le quitter pour un autre poste. Yann de Saint-Volry-vous qui faites de l'informatique. On parlait de capitaliser sur les compétences. Moi, je dirais qu'il faut capitaliser sur les personnes et donner une âme à l'entreprise, et c'est ce qui va permettre de diminuer le turnover, diminuer le départ des personnes, même dans des métiers comme les nôtres où il y a, je pense, plus de départs qu'en Mayenne, où des métiers, ce sont des métiers plus traditionnels. Là, on est en Île-de-France, dans un métier qui est l'informatique. C'est sûr qu'on pourrait, s'il y avait une ambiance difficile, un stress transmis heure par heure aux collaborateurs, il y aurait beaucoup plus de départs. Donc, l'âme. Et puis, si vous voulez, quand on a une entreprise qui a une croissance assez rapide, quand on croit de 15-20% par an, donc il faut déjà recruter, assimiler, intégrer ces gens-là. Et si en plus vous avez 10-15% de turnover, ça devient extrêmement vite ingérable. Est-ce qu'il y a un lien, Anne Lecagny, entre cette difficulté pour les jeunes, on en parle beaucoup, de s'intégrer dans l'entreprise et cette difficulté à transmettre ce lien ? Alors, la difficulté à s'intégrer, je dirais qu'il faut qu'il y ait un cadre à cette intégration. C'est sûr qu'un jeune qui est, on va dire, balancé comme ça dans un service sans encadrement, pas forcément par l'apprentissage, on a parlé d'apprentissage, mais ça peut être tout simplement d'avoir un parcours d'intégration, d'avoir un référent qui vous accompagne. Effectivement, on se sent moins seul, un peu plus guidé, plutôt que... C'est bon de faire des expériences aussi par soi-même, effectivement, mais il ne faut pas non plus complètement se brûler les ailes. Voilà, c'est de trouver un juste milieu. L'apprentissage, c'est un excellent outil de recrutement, l'apprentissage ou même les stagiaires. Pour l'intégration des personnes dans l'entreprise, ça permet pour l'entreprise d'identifier, de qualifier la personne, de quand même essayer de dérouler ce parcours d'intégration et après d'avoir plus de certitude sur l'embauche de la personne, sur ce qu'elle va pouvoir faire à son arrivée. Il faut le temps qu'elle se forme, il y a des choses qu'elle ne sait pas faire dans l'entreprise. C'est sûr, mais quand vous avez passé 3 mois, 6 mois, 2 ans avec la personne en stage ou en apprentissage, vous savez à qui vous avez affaire quand la personne arrive dans l'entreprise et surtout, c'est un contrat, c'est deux parties. Oui, c'est ce que la personne saura quelle est l'entreprise, quelles sont les personnes dans l'entreprise, et donc ça sera vraiment un contrat de confiance. Oui, parce que, excusez-moi, mais parce que quand on embauche quelqu'un, le temps de formation coûte cher, et donc on fait attention avant d'embaucher, et puis nous tenons un discours très clair au début en disant qu'un travail c'est un partenariat. Et que le partenariat doit être équilibré, que nous allons être exigeants avec la personne, mais qu'elle doit être exigeante aussi avec son supérieur et avec la direction. Et que les portes sont ouvertes, et que s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire tout de suite. Mais
on essaie vraiment de baser ça sur un partenariat. Et je pense que les gens aujourd'hui recherchent ça. Ils ne cherchent pas seulement un travail et un salaire. Il y en a qui recherchent, mais pas beaucoup. Ça, c'est la dimension humaine. Ils cherchent une dimension humaine complète, totale, et ils cherchent aussi à ce que les relations soient simples dans une entreprise. C'est fini le temps où un dirigeant parle avec une grosse voix dans une réunion et puis change d'attitude devant la machine à café. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut que, il faut que les personnes de l'entreprise comprennent qui sont leurs dirigeants, quelle est leur personnalité, quelles sont leurs faiblesses. On a tous des faiblesses, leurs points forts. Enfin, il y a besoin d'une transparence beaucoup plus forte. Un peu de finesse dans ce monde de brut quand même, Père Boutard-Roger. Non, mais surtout que vous voyez, l'entreprise est un lieu important pour le développement des personnes. Les gens croissent, ils se développent, ils s'épanouissent dans leur entreprise et dans leur travail. L'une des difficultés de l'entreprise, c'est justement d'aider les gens à trouver le meilleur d'eux-mêmes, à savoir comment on va les utiliser le mieux possible et comment eux-mêmes vont pouvoir développer toutes leurs capacités. Et ça suppose une vraie attention du management. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez les entretiens annuels, etc., mais ce sont des pratiques tout à fait capitales. D'aider les gens, ne serait-ce que d'aider les gens à formaliser quel est leur désir, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu te vois dans 5 ans. Les gens n'y pensent pas spontanément. Et donc, l'aider à les faire, à y réfléchir, puis ensuite les aider à mettre en œuvre un projet de développement personnel ou de changement dans l'entreprise, etc. C'est comme ça que l'on tisse des relations durables. Ça marche, Anne Decanis ? Justement, je voudrais rebondir là-dessus. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir des formations d'ingénieurs qui durent 3 ans, donc ça laisse vraiment le temps de progresser, de se connaître entre le maître d'apprentissage et l'apprenti, et de voir si on a envie de faire un bout de chemin encore après, ensemble, sachant que la question se pose aux deux. Hein. C'est pas uniquement à l'entreprise, c'est aussi à l'apprenti. Est-ce qu'il a envie d'aller au-delà de ces 3 ans? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que durant toutes ces 3 années, non seulement il va acquérir un certain nombre de compétences, hein, on en a parlé tout à l'heure, il va acquérir plus d'autonomie, etc. Mais il va aussi, en parallèle, travailler son projet professionnel. Voilà, et je rebondis sur l'entretien annuel, c'est si je suis apprenti, qu'est-ce que j'ai envie de faire au bout des 3 ans? Et là, je vais être à la fois accompagnée par mon maître d'apprentissage en entreprise, mais aussi par mon tuteur académique à l'école, qui va aussi m'accompagner. Donc ça, c'est aussi une démarche tout à fait intéressante. Ça reflète la réalité dans son ensemble du monde de cette formation des ingénieurs aujourd'hui? C'est-à-dire ce que vous dites là, donc vous parlez de votre cas personnel avec ces jeunes que vous formez, ces apprentis, oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est une réalité qui va au-delà de votre expérience à vous? Le fait de pouvoir déployer ce parcours sur 3 ans, d'acquérir de l'autonomie, oui, je dirais c'est commun à l'ensemble des formations d'ingénieurs par apprentissage, puisque l'ingénieur doit être capable de savoir analyser une situation, de prendre du recul, de prendre des décisions, etc. Donc, de toute façon, tous doivent arriver à cette étape-là pour être ensuite ingénieur. Par contre, l'accompagnement dans le projet professionnel n'est pas fait partout. Donc, c'est pour ça que je souligne ce point-là, parce que c'est quelque chose dont ils se souviennent ensuite au bout de plusieurs années d'expérience professionnelle. Ils disent « Ah oui, c'est vrai, on a beaucoup travaillé notre projet professionnel. À l'époque, on ne voyait pas toujours très bien à quoi ça servait finalement, mais maintenant je me réfère à cette démarche-là, qui est un peu la démarche de bilan de compétences aussi. Comment ça se passe dans une petite entreprise comme chez vous, justement, où probablement les postes sont plus stables? Est-ce que vous arrivez à... Alors, il y a des postes stables et des postes moins stables. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la difficulté d'une PME, d'une façon générale, c'est d'avoir un encadrement de qualité qui dure, parce qu'en fait, si les gens ont du talent et un peu d'ambition, ils peuvent pas passer... ils ne peuvent pas progresser dans l'entreprise et du coup ils s'en vont, ce qui est logique. Alors c'est aussi un contrat, c'est-à-dire que quand on les recrute, on sait qu'ils ne vont pas rester, mais on leur demande juste qu'on en parle régulièrement. Jouer la transparence aussi. Jouer la transparence. Et on est transparent dès le départ. Et donc ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Je pense que tant qu'il y a dialogue et ouverture, ça se passe bien. Après, sur les personnes plus de production, je dirais c'est l'intérêt dans leur travail qui prime le fait qu'ils restent ou qu'ils restent pas. Mais
d'une façon générale, le monde ouvrier n'est pas très mobile. Vous voyez, les gens de production ne sont pas très mobiles. La mobilité, c'est plus un fait de gens qui ont fait des études. Et puis, c'est pas facile de bouger. Il faut bouger à 2 ou à 5 ou à 10, selon la taille de la famille. À 10, c'est plus rare. Mais c'est pas facile de bouger. Donc, voilà, je pense que... Mais quelquefois, est-ce qu'il n'y a pas des gens dont on se dit, mais... ils ont d'autres capacités, on pourrait les aider à susciter justement. Bien souvent, les gens ont des potentiels qu'ils ignorent eux-mêmes. Oui, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, nous sommes des révélateurs. Et nous devons être des révélateurs de talents des personnes pour le bien de tout le monde, des personnes et de l'entreprise. Je crois que c'est très important. On a parlé de dialogue, on a parlé d'entretien et de suivre la personne. Et je crois que l'écoute, en fait, c'est l'écoute. Qui est vraiment importante pour les managers, pour les dirigeants d'entreprise, pour le collaborateur, parce que si on se sent écouté, au moins une fois par an, parfois 2 fois par an, parfois on déclenche également des réunions. Moi, on a beau être quand même une petite entreprise, d'un peu moins de 20 personnes, j'ai quand même voulu embaucher un poste, 1 jour par semaine, une spécialiste de ressources humaines, qui organise également le séminaire annuel où on part au vert 48 heures, pour justement pouvoir bien préparer les entretiens d'évaluation, les entretiens de recrutement, pouvoir être à l'écoute des personnes, qu'ils aient une voix différente également, qu'on puisse suivre leurs souhaits, qu'on puisse également leur faire comprendre quand ils ne sont pas en adéquation avec ce que l'entreprise recherche, parce que l'entreprise, il faut d'abord la servir avant de se servir. Il y a des réalités économiques à oui, voilà, parce qu'au quotidien, cette écoute, c'est pas forcément facile à mettre en place. On est stressé, il y a des mauvaises nouvelles, il faut faire plein de choses. Ça s'apprend d'écouter. Enfin, comment on fait? Bon, à mon avis, c'est le côté sympa du boulot aussi. Ouais. En dialogue permanent. Il faut une machine à café. Oui, il faut une machine à café. Mais on est en dialogue permanent, de toute façon. Alors c'est vrai que l'entretien annuel permet de s'arrêter. De s'arrêter complètement sur la personne, parce qu'il y a des points réguliers sinon, mais l'entretien c'est quelque chose qui est assez formalisé et qui permet d'oublier tout le reste et d'être complètement concentré sur la personne et plus que sur son travail. Et ça c'est très important, c'est vraiment très important. Alors justement, ce qui peut être aussi une aide, et ça c'est vrai pour les apprentis, c'est qu'ils ont un carnet de liaison, un journal de bord, enfin le vocabulaire peut varier, où en fait le maître d'apprentissage et l'apprenti doivent faire le point sur un certain nombre de données. Est-ce que les objectifs ont été remplis? Est-ce que le niveau des compétences est atteint, etc. Et là, c'est quelque chose qui se fait aussi en présence de la personne tuteur académique, quand cette personne vient en entreprise. Et on voit bien que la plupart des cas, le maître d'apprentissage et l'apprenti ont préparé justement cette réunion tripartite et que de toute façon, il faut aussi, même si on a des capacités plus ou moins fortes d'écoute, se mettre dans cette démarche, de se mettre dans cette posture pour pouvoir écouter, passer les choses en revue. Donc parfois il faut des supports pour aider à l'écoute. Ça c'est important ça. J'avais dans le séminaire de cette année, on l'avait fait en Normandie pendant 2 journées, j'avais demandé à donc la personne qui organisait le séminaire de mettre en place un petit exercice qui s'appelle les post-it jaune et rouge. Et je suis sorti de la pièce au moment de l'exercice pendant une petite heure. Ils se sont mis en groupe de 3. Et les post-it rouges, c'était les points négatifs, ou plutôt les points améliorés, ils avaient appelé ça. Les post-it jaunes, c'était les points positifs. Et après, on mettait tout ça sur un tableau, on résumait, et après, on voyait les actions correctives dans le temps. Et c'est vrai, déjà, j'étais content de voir qu'il y avait les points à améliorer, c'était pas terrible, c'était bien, quoi. Il n'y avait pas de catastrophe, voilà. Et les points jaunes, que tout le monde était plutôt content. Voilà une bonne. Bon, c'est pas le cas partout, ceci dit. Non, mais ils auraient pu mettre de mauvaises notes. Se lâcher, oui. Oui, mais je pense qu'il faut donner la parole sans. Il faut donner un peu de la libre parole aux personnes et mettre en place un lieu d'écoute. Pas facile cet équilibre, Père Baudouin-Roger, à trouver. C'est très difficile. C'est d'autant plus difficile que quand la situation de l'entreprise au point de vue économique est délicate. Alors là, il y a des méthodes, il y a des trucs.
Pour aider à parler, même si c'est difficile, à écouter. Malheureusement, je ne sais pas si ça s'apprend beaucoup. Je pense que enfin, j'imagine, c'est souvent au recrutement, en recrutant les gens, on sent, voilà, ils ont la qualité de contact, ils ont la qualité humaine, on sent que ça, il y a des gens qui sont moins à l'aise là-dedans, et c'est très difficile. C'est au feeling. Oui, c'est au feeling. Puis il y a des personnes qui spontanément s'ouvrent quand ça va bien, quand ça va pas bien d'ailleurs. Puis il y a des gens, il faut les aider. Il faut les aider, il faut les faire parler. Donc on est tous différents, donc on est tous. Heureusement. Mais en période difficile, je pense que c'est pas forcément plus difficile parce que au contraire, les personnes de l'entreprise ont envie que la période difficile passe. Donc une solidarité. Il y a une solidarité, oui. Et c'est plus quand ça va très bien que ça se relâche un peu tout ça. Et on peut être dans l'espérance aussi. On est dans une chaîne catholique. C'est pas interdit, vous pouvez le dire tranquillement et sereinement. Sans être dans l'abandon total. Anne de Cany. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est toujours un pari d'être justement dans cette relation avec, en tant que salarié de manière générale, avec son entreprise, son employeur. Un pari pour justement espérer et ne pas abandonner tout de suite et essayer toujours de trouver des solutions. D'ailleurs, c'est quelque chose c'est un point sur lequel on insiste beaucoup auprès des apprentis. Comment résoudre des problèmes, chercher des solutions, être force de proposition, etc. Donc, Le cœur pour transmettre, c'était le titre de ce documentaire qu'on a vu tout à l'heure. Quel cœur il faut pour transmettre en fait On arrive tranquillement à la fin de cette émission, donc pour conclure un petit peu, quel cœur pour transmettre, comment ouvrir son cœur pour transmettre ou comment faire Je trouve que vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit au début, cette entreprise, elle nous a été donnée. Avoir conscience que ce que nous avons nous a été donné. Alors c'est vrai pour une entreprise, mais c'est aussi valable pour nos compétences. Si j'ai des capacités physiques dans tel type d'artisanat ou des capacités intellectuelles, c'est en grande partie parce que des gens se sont occupés de m'aider à les développer. Donc c'est un don qui m'a été fait. Et donc un don appelle un contre-don. Et j'y trouve ma joie. J'adhère totalement. J'adhère totalement. Je pense qu'il faut être tout à fait conscient de ce qu'on a reçu et savoir donner. Savoir donner autant, même plus que ce qu'on a reçu. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à des réunions que l'on fait à la fin quasiment du cycle des 3 ans de formation avec les maîtres d'apprentissage. Et on leur demande de faire un bilan de ce qu'ils ont vu, la manière dont leur apprenti a évolué, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient, à savoir que eux aussi ont appris des choses de leur apprenti. Donc, je trouve ça formidable de la part de maîtres d'apprentissage qui ont parfois 20 ans, 30 ans de plus que leur apprenti. Et qui osent le dire, qui osent l'écrire. Voilà. Yann de Saint-Valery. Oui, je dirais, moi je fais partie je suis membre d'un mouvement de dirigeants chrétiens. Et dans la vocation de notre mouvement, c'est essayer de reconnaître la présence du Christ dans l'entreprise. Donc c'est vrai que, je dirais, il y a un petit supplément d'âme quand on essaye d'avoir ce regard sur l'entreprise, les personnes avec qui on travaille, les actionnaires, les clients, les fournisseurs. Et ça permet peut-être de démarrer la journée autrement. Père Benoît Roger, il nous reste 1 minute pour conclure cette émission. C'est vrai que, pour revenir, moi, étant prêtre, si vous voulez, évidemment, je travaille beaucoup sur les questions, notamment sur l'Eucharistie. Et je suis très frappé de voir, vous voyez, comment dans l'Eucharistie, on apporte le fruit du travail des hommes. Et le fruit du travail des hommes, il est partagé pour créer une unité, pour créer une communion. Et il me semble que dans l'entreprise, les gens qui participent, ils apportent une partie de leur vie qu'ils donnent. Et cette vie donnée, elle est partagée justement pour créer une forme de communion. Et c'est, si vous voulez, le réalisme eucharistique, c'est-à-dire cette communion réelle qui existe entre les fidèles qui participent à l'Eucharistie, eh bien, elle a une analogie dans l'entreprise, une certaine réalité. Et en ce sens, vous voyez, ceux qui participent, qui dirigent l'entreprise ou qui l'animent, eh bien, ils sont ministres de cette communion. Souvent, c'est une communauté, mais dans laquelle il y a des liens qui sont réels et qui ont une dimension spirituelle.
Bien écoutez, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les quatre. Merci bien sûr à DCX et à Marc Janson pour son film Le cœur pour transmettre. Et vous pouvez bien entendu retrouver cette émission sur notre site internet. À très vite sur KTO.